lauréats qui ont été choisis par l'Ukraine visent à entamer la reconstruction déjà en Ukraine, mais aussi des opérations aussi importantes que de former les Ukrainiens au déminage, ou de rétablir les infrastructures de santé, ou d'adduction d'eau. Et donc c'est une nouvelle manifestation de notre soutien à l'Ukraine. Je suis certain que vous va rappeler d'ailleurs l'ampleur de ce soutien, européen, qui est important et qui est important de partager grâce à vous avec les Françaises et les Français. Évidemment, pour répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, cher Eric, Monsieur le ministre, cher Laurent. C'est une journée importante parce qu'effectivement, ce fonds de 200 millions d'euros, bilatéral, au sens où la France apporte le financement, et c'est l'Ukraine qui a décidé des choix de lauréats, c'est la première fois que c'est mis en place depuis le début de cette guerre d'agression russe en Ukraine au profit de la reconstruction et de l'économie ukrainienne. Et à mon sens, cela illustre trois éléments très importants qu'il convient de rappeler. Le premier, Eric Lombard y faisait référence, c'est que l'Europe est le premier soutien de l'Ukraine en matière financière. Quoi qu'en pensent ou en disent certains, c'est 134 milliards d'euros qui ont été apportés par l'Europe aux Ukrainiens pour soutenir leur résistance historique et héroïque plutôt contre l'envahisseur russe, avec, à l'image de ce fonds de 200 millions d'euros, des instruments financiers très innovants, comme la facilité Ukraine, qui a été conçue il y a 1 an à peu près jour pour jour, et qui a permis de débloquer 50 milliards d'euros au profit de l'Ukraine avec un mix, un mélange de dons et de prêts, ou encore le prêt de 45 milliards d'euros consenti à l'Ukraine et financé par les revenus tirés des actifs russes immobilisés. Donc le premier message, c'est que l'Europe et la France sont les premiers soutiens de l'Ukraine en matière financière depuis 3 ans. Le deuxième, c'est que l'Ukraine est pour les entreprises françaises une terre d'opportunités. 17 entreprises ont été retenues dans le cadre de ce fonds de 200 millions d'euros, mais d'autres investissent, et notamment le cas de l'entreprise de Xavier Niel, qui a, avec 1,5 milliard d'euros, fait le plus gros investissement en Ukraine, le plus gros investissement étranger en Ukraine depuis 10 ans, en rapprochant 2 opérateurs de télécom, fixe et mobile, et en faisant le leader du secteur des télécoms sur place. Et nous invitons les entreprises françaises à se saisir des opportunités dans tous les secteurs, que ce soit sur la reconstruction ou même sur les technologies, comme ça a été le cas dans le cadre de l'investissement que je viens de citer. Et puis le troisième élément, c'est que la reconstruction en Ukraine et ce fonds en particulier, c'est bon pour l'emploi dans notre pays, puisque les 17 entreprises lauréates de ce fonds vont faire travailler 50 sites de production répartis dans un grand nombre de régions françaises. Donc chaque fois que nous aidons l'Ukraine, en réalité, nous nous aidons aussi nous-mêmes parce que nous maintenons ou créons des emplois dans nos régions. Nous soutenons l'activité de nos groupes industriels et de nos entreprises innovantes. Il faut bien avoir à l'esprit que cet investissement qui va s'installer dans le temps au service de la reconstruction de ce pays va aussi, si nous savons saisir les opportunités, bénéficier à nos territoires, à nos entreprises et à nos emplois. Nous allons maintenant passer aux questions. Il faudra venir au micro juste ici, si vous le savez. Étienne Glatzbati Actu. 2 questions. Les 200 millions d'euros de dons, est-ce que vous attendiez plus ou est-ce que c'est une somme, j'arrive pas du tout à évaluer? Et deuxième question, je crois qu'il y a Tony beaucoup, est-ce qu'il y a aussi des PME dans les lauréats? Et j'ai cru comprendre pendant la conférence qu'il y avait une deuxième chance éventuellement pour les projets qui n'avaient pas été sélectionnés tout de suite, de pouvoir être sélectionnés dans un deuxième temps, donc garder ces projets et pouvoir les mettre en œuvre rapidement. Le fonds a été fixé à 200 millions d'euros, donc les fonds ont été levés, et effectivement, ça bénéficie à des grandes entreprises et des PME, ce qui est tout à fait logique, puisqu'il y a dans notre pays des PME extrêmement innovantes, extrêmement dynamiques, et qui exportent, et qui d'ailleurs encouragent les PME françaises à aussi aller travailler avec nos amis ukrainiens. C'est vrai que cet appel à manifestation d'intérêt a permis de sélectionner des entreprises qui ont été lauréates, mais aussi à en identifier d'autres
évidemment, le chantier de la reconstruction de l'Ukraine est devant nous. 200 millions, c'est vraiment le début. Il y aura des milliards d'euros qui vont être investis. Et donc, ces PME qui ont manifesté leur intérêt auront d'autres opportunités de travailler en Ukraine. D'ailleurs, le ministre et moi-même, on a incité vivement les entreprises françaises à aller, à l'instar de Xavier, qui est cité par le ministre, investir en Ukraine, soutenir la reconstruction autant que faire se peut et aussi vite que possible de ce pays ami. J'ajoute, Monsieur le ministre, au-delà du fonds de 200 millions qu'on a évoqué ce matin, qui concerne essentiellement les éléments les plus critiques, il y a 2 fois par an, à Varsovie, un sommet important qui s'appelle Rebuild l'Ukraine, durant lesquels le gouvernement français accompagne plusieurs dizaines de PME françaises, justement pour aller rencontrer les différents donneurs d'ordre ukrainiens sur différents sujets, beaucoup civils, et qui concernent l'expertise de nos PME françaises. Donc, il y a le fonds de 200 millions de ce matin, qui est effectivement une innovation extrêmement structurante dans l'accompagnement de la reconstruction. Et il y a aussi tout ce qui se fait à côté et qui existe depuis maintenant plus de 2 ans, 2 fois par an, à Rebuild l'Ukraine. Bonjour, Hugo Capelli, BFM TV. On parle de reconstruction de l'Ukraine, on parle aussi en ce moment beaucoup de défense française. Est-ce que les débats se poursuivent au sein du gouvernement sur la façon de financer nos moyens de défense? Est-ce qu'il y a des pistes qui ont avancé? Est-ce que justement ça a donné lieu à quelques échanges avec vos homologues ukrainiens que vous voyez très fréquemment? La défense de l'Ukraine et plus largement d'ailleurs l'autonomie stratégique de l'Europe qui devient encore plus importante dans le nouvel environnement mondial, va effectivement nous obliger à augmenter nos investissements en matière de défense. Ça fait l'objet de travaux autour du président de la République et du Premier ministre. Ces travaux sont en cours et les conséquences de ces travaux, à la fois sur le déploiement de matériel, sur des programmes de gouvernement et sur leur financement, elles sont vraiment à un stade tout à fait préalable. Donc ce serait évidemment partagé grâce à vous avec les Françaises et les Français, mais au fur et à mesure où ces travaux ont pu aboutir à des conclusions opérationnelles qui pourra rendre public. Et nous ne sommes pas là encore aujourd'hui. François Bayrou parle d'emprunt national ce matin. Excusez-moi, j'en profite de ce sujet. Pardon. Édouard Marier, France Info, j'en profite de prolonger le sujet de mon confrère de BFM. François Bayrou parle d'emprunt national ce matin. Vous confirmez la piste ou d'éventuels livrets d'épargne dédiés? J'ai effectivement parlé hier avec le Premier ministre d'une série de pistes, dont celle-là, et dont il a parlé ce matin. Ça fait évidemment partie de la boîte à outils dans laquelle on pourra piocher au fur et à mesure des décisions qui seront prises. On peut simplement quand même rappeler qu'hier, à Bruxelles, un accord a été donné par les 27 chefs d'État et de gouvernement européens à ce que la Commission européenne puisse assouplir ses règles budgétaires, qu'elle puisse emprunter au nom des États membres de l'Union européenne pour pouvoir leur consentir des prêts s'ils le souhaitent et qu'elle repriorise certains fonds qui n'auraient pas été dépensés au fin de soutenir les efforts que chacun des États membres, comme Eric Lombard l'a rappelé, sera amené à faire si chacun veut se hisser à la hauteur de la menace qui désormais est devant nous. Bonjour Monsieur le Ministre, Stéphane Loignon aux Échos. 2 questions. Est-ce qu'on peut chiffrer le montant total de l'aide apportée par la France à l'Ukraine en associant aide militaire, humanitaire et économique depuis le début du conflit? Vous donnez un ordre de grandeur. Et est-ce que l'aide économique à l'Ukraine a vocation à être renforcée cette année au vu des engagements américains? Sur ce sujet, je n'ai pas la réponse consolidée puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'aide de la France à l'Ukraine, elle prend de multiples formes, à la fois le soutien militaire, le soutien humanitaire, le soutien économique, culturel, éducatif, qu'ensuite elle passe par différents canaux, les canaux nationaux, un peu comme ce fonds bilatéral qui lui-même était une innovation puisqu'il a fallu d'abord rebooter les canaux entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie et des finances. Elle passe aussi par des instruments européens, elle passe par des facilités européennes qui viennent solliciter
le budget de l'Union européenne auquel la France contribue. Le chiffre que nous citons, c'est celui de l'aide totale de l'Europe à l'Ukraine, qui est de 134 milliards d'euros depuis 3 ans, depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine. Est-ce que cette aide va continuer? D'abord, il faut souligner que sur le plan financier, la mobilisation des revenus tirés des actifs russes que nous avons immobilisés a permis, en tout cas pour l'année 2025, de mettre l'Ukraine à l'abri des difficultés financières, puisque 18 milliards tirés de ces revenus d'actifs russes immobilisés vont parvenir, 18 milliards d'euros vont parvenir tout au long de l'année à l'Ukraine, et plus précisément, c'est 3 milliards qui sont arrivés en janvier, 6 milliards qui arrivent en décembre, et 1 milliard chaque mois d'ici là. Et ça permet de couvrir les besoins de liquidité de l'Ukraine pour l'année 2025. Quant au remplacement du soutien américain, d'abord je veux rappeler que le soutien américain a été suspendu, et nous espérons évidemment que cette suspension sera aussi brève que possible, et qu'en tout état de cause, nous nous organisons pour suppléer ce retrait, que ce soit en termes de soutien militaire ou de soutien économique. L'Europe est très attentive à ce que les moyens soient donnés à l'Ukraine de résister à cette guerre d'agression, comme elle le fait avec un courage inouï depuis plus de 3 ans maintenant. Nous allons prendre 2 dernières questions. Bonjour, Aaron Lehmann de CNews. Ces entreprises vont dans une zone de guerre. Alors, est-ce qu'il y a ou près d'une zone de guerre, est-ce qu'il y a des facilités d'assurance ou un mécanisme prévu pour ces entreprises au cas où leurs installations seraient détruites par un bombardement? Je ne vais pas avoir la réponse à cette question, mais on pourra vous la donner très facilement, je suis sûr. Odile Dupéry, à l'AFP, c'est juste une question de pédagogie, peut-être pour le public, qui peut ne pas comprendre comment en quelques jours on parle à la fois de s'armer pour faire face à une menace et de reconstruire l'Ukraine. J'ai peur que les gens ne comprennent pas bien l'enchaînement de tout ça. Est-ce que, M. Baron, vous pouvez nous expliquer ça de manière pédagogique? Je peux commencer si vous le voulez. Ça fait maintenant 3 ans que l'Ukraine est soumise à une guerre d'une intensité que notre continent n'a pas connue depuis 3 ans. Depuis, la Première Guerre mondiale sans doute, sur le continent européen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie des destructions bien au-delà de la ligne de front d'infrastructures énergétiques de base, de systèmes de distribution d'eau, d'écoles, qui placent la population, même lorsqu'elle n'est pas elle-même face au combat, dans une situation de grande difficulté pour passer l'hiver, par exemple en ayant un minimum de chauffage, pour avoir accès à une eau potable et de qualité, tout simplement pour que les enfants ukrainiens puissent continuer d'aller à l'école. Ce qui signifie que la reconstruction ne commence pas au moment où les combats s'arrêtent. La reconstruction est un processus permanent qui a déjà commencé depuis longtemps, auquel nous avons déjà contribué et auquel nous contribuons aujourd'hui avec ce fonds de 200 millions d'euros qui va permettre de déclencher des investissements d'entreprises françaises en Ukraine qui, sinon, pour les raisons d'ailleurs qui viennent d'être évoquées, auraient peut-être hésité à faire ce choix d'investissement-là. Mais il va de soi qu'on n'a pas attendu la fin définitive de la guerre pour soutenir l'Ukraine, notamment sur le plan économique et énergétique, sans quoi, si je puis dire, les Ukrainiens ne seraient pas parvenus à traverser les hivers très rigoureux qui sont ceux de l'Ukraine, au moment où la Russie, de manière très délibérée, ciblait les infrastructures énergétiques pour affaiblir la résistance ukrainienne. C'est donc tout à fait naturel qu'alors même que les combats n'ont pas cessé, nous soyons aux côtés des Ukrainiens pour reconstruire tout ce qui peut déjà l'être. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Noël Barrot, en fait, il y a 3 échelons qui se complètent. Il y a un premier étage qui est de soutenir la défense actuelle de l'armée ukrainienne contre l'envahisseur russe. Et ça, c'est un sujet permanent et quotidien. Il y a un deuxième échelon que ce fonds illustre, c'est d'anticiper la reconstruction, de réparer les destructions qui malheureusement sont faites chaque jour, et puis pour l'avenir, de reconstruire l'Ukraine. Et puis il y a un troisième étage qui a été évoqué par le président de la République dans son allocution il y a 2 jours, c'est que face à de nouvelles menaces, l'Union européenne doit préparer sa défense
et le faire de façon autonome, en liaison autant que faire se peut avec notre ami américain, mais en étant conscient que nous devons le faire aussi avec notre souveraineté et notre autonomie. Et ces trois échelons, la défense de l'Ukraine, la reconstruction de l'Ukraine et la défense de l'Union européenne, s'ajoutent aujourd'hui et nous devons traiter les trois en même temps. Merci beaucoup. Merci.